puisqu'on nous reproche de temps en temps d'être relativement éloignés finalement des bassins de vie, les 40 bassins de vie et plus de nos 8 départements, des plus de 200 000 entreprises que compose la région Rhône-Alpes ou encore plus des 6 millions de Rhône-Alpines et de Rhône-Alpins. Lorsqu'on est basé donc à Confluence ou qu'on est élu régional, quelle proximité avec un territoire qui peut être à plus de 200 km de distance et avec des configurations locales donc tout à fait différentes du quotidien d'un conseiller régional ou d'un service régional. Pourtant, alors que la loi donne la possibilité à chaque collectivité d'agir librement en matière de politique économique, la loi nous donne également un rôle un peu particulier de coordination des politiques économiques. C'est notre rôle et une de nos valeurs ajoutées importantes dévolues par la loi de décentralisation. Ce rôle est délicat, justement, parfois difficile. Il demeure néanmoins essentiel, quelle que soit la configuration actuelle ou future des territoires. Le rôle d'acteurs territoriaux, donc supralocaux comme l'Europe, comme l'État ou comme les régions, est en effet essentiel pour assurer un degré minimum de cohérence entre les politiques économiques, pour assurer tout autant une solidarité réelle entre les territoires, cette solidarité étant elle-même garante de la cohésion sociale entre les concitoyens. Nous savons que de vrais écarts de développement existent sur les territoires, et notamment en Rhône-Alpes. Notre rôle en tant que coordinateur des politiques de développement économique, c'est de donner la possibilité à chacun des territoires de saisir les leviers de développement qu'il peut engager autour de la création d'emplois, de la création de valeur, de l'installation d'entreprises, du développement de services et de produits pour les habitants. La création de richesses ne peut se concevoir sans des politiques publiques de répartition de ces richesses. Si l'État, et dans une moindre mesure l'Europe, agit sur la fiscalité des personnes et des échanges, les territoires, et en premier lieu la région, peut agir sur la concentration plus ou moins forte de ressources publiques et sur l'appui à des développements de ressources privées sur certains territoires pour éviter des risques d'accroissement considérable des décrochages économiques ou des écarts de richesse entre ces territoires. On le voit dans le débat qui nous anime de plus en plus dans la relation entre urbain et rural, dans la relation entre métropolitain et non métropolitain. Un territoire, au bout du compte, vit principalement par ses liens avec les autres territoires. Il ne se définit pas seul, il ne crée pas sa richesse seul. Et ces liens fondent une partie significative de sa capacité justement à créer des richesses. Renault Trucks Vénissieux n'existerait pas sans doute sans le site Renault Trucks de Bourg-en-Bresse, c'est assez clair, mais aussi sans le site certainement concurrent d'Iveco à Annonay, ou sans tous les sous-traitants de l'automobile qui sont installés partout en Rhône-Alpes et bien ailleurs qu'en Rhône-Alpes. Dans un univers totalement différent, la gastronomie lyonnaise ne serait rien sans le reblochon savoyard, le Saint-Marcelin, la Caillette ardéchoise, ou les grenouilles des Dombes, ou tous les savoir-faire des terroirs qui font la richesse et la diversité. Donc, hélas, oui, les grenouilles ne sont plus des Dombes, elles sont mondialisées, oui, effectivement. L'idée est simple. Une capacité de transformation de richesse sur un territoire donné tire ses sources principalement de ses liens avec ses autres territoires voisins ou parfois un peu plus lointains. Au bout du compte, qu'appelle-t-on économie de proximité? Un certain nombre d'économistes français comme Laurent Davesy, qui vient de publier récemment un excellent ouvrage que je vous conseille, La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, ou plus près de nous, puisque Laurent Davesy est un universitaire parisien, Bernard Pecker, un universitaire grenoblois, ont mis en lumière le poids des différents secteurs économiques qui contribuent à la proximité, à la production de l'économie locale. Au-delà, ils ont même proposé une façon d'analyser des modes de création de richesse sur les territoires. Comment se crée la richesse sur les territoires? Les secteurs visés sont assez simples à identifier. Ce sont ceux du local, de la microéconomie ancrée sur le territoire. On y retrouve les activités, entreprises, emplois, de l'artisanat, du commerce dit de proximité, de l'économie sociale et solidaire dont l'essentiel se fait dans le local et de bon nombre de très petites entreprises à influence et à ancrage local. Ce sont des activités économiques dont l'essentiel des clients, fournisseurs, salariés, partenaires sont implantés dans le même bassin de vie et font ainsi partie prenante de l'économie de proximité. Basée sur la relation directe et le circuit court, donc sur le lien, l'économie de proximité ne se résume pas à une seule question du lieu. Là aussi, c'est la relation entre les acteurs qui fait la proximité. Et donc la proximité n'est pas uniquement géographique, mais elle s'étend aussi à des valeurs associées à l'échange, le commerce responsable, le développement des circuits courts sont des formes d'échange relativement récents en économie qui font partie intégrante de l'économie de proximité.
Ces activités de l'économie de proximité sont portées par des entreprises très nombreuses, mais aussi très petites. Et c'est là un des défis majeurs des politiques économiques. En effet, pour nous, acteurs publics, et je dis pour l'État comme pour les collectivités, ou l'Union européenne d'ailleurs, il est plus facile d'aider une entreprise de 1000 salariés que 1000 entreprises d'un seul salarié. Cette évidence mathématique nous confronte à la grande difficulté d'agir sur le micro-local. Donc justement, cette distance que nous avons de manière physique, mathématique, entre l'ensemble des entreprises du local, très nombreuses, et nos propres actions au niveau régional. Donc la question qui est posée à travers cette politique de l'économie de proximité est la suivante: comment rendre les dispositifs publics accessibles à de si petites structures, démunies le plus souvent de moyens d'ingénierie nécessaires pour mobiliser les appuis publics? En effet, dans les petites structures artisanales ou commerciales, ou les TPE, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de secrétaire général, encore moins de spécialistes du fundraising, de la recherche de fonds publics. Il n'y a pas non plus d'institutions représentatives du personnel dans ces entreprises. Et donc la mobilisation du dialogue social, que nous considérons comme un des leviers essentiels du progrès socio-économique, est aussi plus délicate. Donc l'objectif de ces quelques pages que vous avez pu lire, c'est d'améliorer d'abord l'accessibilité de nos politiques pour les petites structures de l'économie de proximité, grâce notamment à la mobilisation de démarches collectives. Ce qui n'est pas possible pour 1000 entreprises le devient pour des groupes de 10, de 15 ou de 20 entreprises. Ces démarches collectives, elles existent déjà pour partie, comme le plan PME par exemple, le contrat économique sectoriel, économie sociale et solidaire, ou le contrat de progrès de l'artisanat, dit contrat atout. Et nous devons aller plus loin encore pour pouvoir rendre sur les territoires l'ensemble de nos politiques accessibles à ces petits acteurs, sans du tout commisération vis-à-vis de l'expression petit. Nos dispositifs contractuels territoriaux, négociés et mis en œuvre avec nos partenaires, donc au niveau territorial, sont aussi des leviers importants. Donc les contrats durables de développement Rhône-Alpes, les conventions de fonction d'agglomération et de centralité, les parcs naturels régionaux, les outils de la politique de la ville, aujourd'hui les CUX, demain d'autres formes de contrats sans doute, et puis indirectement les grands projets Rhône-Alpes également, sont des leviers qui permettent d'organiser de l'action collective et d'agir auprès d'acteurs de petite taille. À travers ces actions collectives, nous cherchons à soutenir les territoires intéressés par la démarche de constitution et de structuration de l'économie territoriale pour enrichir leurs diagnostics locaux, leurs stratégies de développement, sans faire par ailleurs de l'économie de proximité l'alpha et l'oméga de leurs projets. C'est un élément qui est important à comprendre. Donc l'économie de proximité ne s'oppose pas en tant que telle à l'économie mondialisée. Elle vient enrichir la palette des actions qui sont proposées aux acteurs territoriaux. Et ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Les politiques économiques se sont beaucoup appuyées dans les 20 dernières années en France comme en Europe sur la macroéconomie. Nous cherchons à travers ces délibérations à aussi agir sur la microéconomie. Concrètement, comment peut, à travers une politique de soutien économique de proximité, s'accentuer la capacité de création et de richesse, de redistribution de la richesse sur les territoires? En proposant aux territoires des diagnostics sur les formes de création de revenus, nous pouvons les aider à mieux comprendre les leviers qu'ils peuvent mobiliser. Donc, un économiste comme Davzy, encore une fois, distingue notamment un certain nombre de contenus dans la création de la richesse locale à travers ce qu'il appelle les bases productives, résidentielles, sociales ou publiques. Cette analyse permet de comprendre que, en fait, au-delà de la forme classique d'indicateur qui est le produit intérieur brut, le PIB, on peut identifier des formes de création de richesse qui sont liées à toute forme en fait, d'émergence de revenus financiers concrets par les personnes, par les acteurs ou les entreprises. Que ce soit la production des entreprises, des services et des biens, qu'ils soient extérieurs au territoire ou consommés à l'intérieur du territoire, tout ce qui est lié à l'activité classiquement résidentielle, donc la consommation locale, mais aussi les revenus liés aux pensions de retraite, aux dépenses touristiques, donc aux capitaux mobiliers et fonciers mobilisés sur les territoires, et y compris ce qu'on appelle la base sociale et publique, c'est-à-dire les revenus liés aux prestations sociales, aux indemnités chômage, allocations familiales, salaires donc, des agents publics, qu'ils soient de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Chaque territoire dispose d'un éventail de sources de production de revenus qu'il doit pouvoir mieux comprendre afin de mieux les mobiliser dans la consommation locale. Et donc ces différentes bases de production de revenus composent en fait un mélange, un mix, aux contours très divers selon les territoires et selon la richesse des bassins de vie. Ce qui est particulièrement marquant dans l'analyse que nous avons fait avec une dizaine de territoires sur ces concepts,
c'est qu'au bout du compte, la base productive, celle qui nous concentre le plus notre attention assez classiquement dans la politique économique, représente moins de 20% des revenus sur un territoire. La base résidentielle représente plus de 50% des territoires en tant que tel. Donc c'est beaucoup plus important. Et il ne s'agit pas de dire que la base résidentielle est plus importante stratégiquement que la base productive. Il faut combiner ces différentes bases ensemble et identifier comment les territoires peuvent mieux mobiliser ces différentes bases. On voit notamment, si vous avez donc récupéré à l'entrée de notre hémicycle le document qui a été publié donc, suite à l'étude avec ces 10 premiers territoires, que des types de développement se structurent assez clairement et de manière différente sur notre région. Donc on voit clairement apparaître un premier type productif, marchand et dynamique sur globalement l'axe Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, donc l'axe de diagonale Lyon-Grenoble et les vallées alpines, dans lequel les bases productives et résidentielles sont fortes, avec une croissance dynamique. Mais on s'aperçoit aussi que donc, les territoires alpins plus éloignés de ces vallées industrielles ou les territoires de la montagne sèche de la Drôme et de l'Ardèche ont aussi une dynamique forte qui est liée à la dynamique résidentielle et touristique. Et paradoxalement, si elles connaissent moins de croissance, elles connaissent plus de développement. Donc, on l'a vu aussi par un certain nombre d'enquêtes plus qualitatives, elles génèrent souvent plus de qualité de vie pour leurs habitants. On voit aussi que certains territoires souffrent plus parce qu'ils n'ont pas de dynamique productive ou marchande et peu de dynamique résidentielle. Et c'est ces territoires, dans notre stratégie régionale, qui doivent aussi concentrer notre attention. La priorité donnée dans les politiques publiques à un redressement productif qui serait trop frontalement centré sur les seuls secteurs industriels traditionnels, donc qui s'appuierait uniquement sur l'indicateur du PIB, donc risquerait ainsi de concentrer donc les efforts de l'action publique sur les secteurs qui concentrent aujourd'hui beaucoup de ressources industrielles et économiques et qui sont des zones d'emploi qui sont déjà relativement performantes par rapport aux autres. Comme le dit Davzy, faudra-t-il choisir demain entre égalité territoriale et efficacité économique? Le pari que se donne cette délibération et l'ensemble de travail que nous faisons ensemble sur le développement économique, c'est de réussir les deux, l'efficacité économique et l'égalité territoriale. La délibération, vous le verrez, s'appuie sur les expériences de ces territoires avec lesquels nous avons travaillé et s'appuie donc sur un certain nombre de leviers au-delà des principes de valorisation de l'économie résidentielle qui sont autant de politiques régionales que nous pouvons mieux mobiliser pour l'économie de proximité. L'émergence de projets, le soutien à la création et à la reprise d'entreprises, par exemple, c'est ce qui se passe à travers les dispositifs des coopératives d'activité, la reprise d'entreprises comme ce que nous avons réussi ensemble avec l'entreprise SET très récemment, où on a parlé des atelières ce matin, par exemple. Le soutien au renforcement de la qualité des emplois à travers un dispositif assez exemplaire comme Sécurisera, qu'anime Christiane Puteaux. Donc on s'aperçoit que les territoires à dynamique résidentielle forte sont des territoires où la sécurité, la précarité des emplois est relativement faible, fragile, puisque beaucoup d'emplois touristiques, notamment à la clé, beaucoup d'emplois de services. Et donc il y a un effort particulier à faire sur les territoires à économie résidentielle forte autour de qualité de parcours professionnel. La mobilisation de projets fonciers immobiliers, donc l'urbanisme commercial est un élément sur lequel nous agissons encore peu. Gérard Lerat porte la politique foncière de notre collectivité et donc il est proposé dans cette délibération d'élargir cette intervention à la question de l'urbanisme commercial qui est un élément très structurant du commerce de proximité qui peut être facilitant ou au contraire destructeur. Et c'est vrai aussi pour l'immobilier coopératif, la capacité de plus en plus à donner accès à l'immobilier, à des petites structures, par des regroupements de structures. On a un paradoxe en Rhône-Alpes, c'est que ce qui est rare, le plus souvent, ce n'est pas forcément les porteurs de projets ou les capitaux, c'est de plus en plus l'immobilier. Donc formuler des projets collectifs et coopératifs en matière immobilière est quelque chose d'important. La question de l'ingénierie financière, donc vous aurez sans doute découvert avec intérêt, j'espère, les formes innovantes de création de supports d'échange sur les territoires, comme les monnaies locales complémentaires, ou les formes nouvelles de mobilisation de l'épargne locale à destination du développement économique local. Et enfin, dernier levier, c'est celui de la coopération économique, donc à travers ce qu'on appelle historiquement dans l'industrie traditionnelle les pôles de compétitivité ou les clusters, et qui se développent aussi de manière intéressante maintenant dans les petites structures,
à travers les pôles territoriaux de coopération économique, les sociétés coopératives d'intérêt collectif ou de nouvelles formes de coopération qui vont naître certainement demain et que nous aurons à accompagner. Nous avons à revisiter à travers ces 5 leviers donc de nombreux dispositifs régionaux qui ne sont pas encore assez accessibles aux petites structures du territoire, des territoires. Et je nous encourage, chers collègues du délibératif comme de l'exécutif, à faire de même selon chacune de nos responsabilités, chacun des territoires dans lesquels nous sommes investis, dans vos CDDRA, dans vos CEFAC, dans vos agglomérations, dans vos parcs naturels régionaux, dans l'ensemble des dispositifs que vous animez en tant qu'élus régionaux. Vous pouvez plus directement solliciter ces dispositifs, accompagner les élus locaux et les acteurs économiques locaux pour pouvoir identifier des stratégies de développement plus rapides, plus fortes, plus coopératives, plus durables. À ce titre, un prochain appel à candidature d'une démarche de formation-action sur l'économie de proximité, que nous avons déjà lancé 2 fois donc l'année dernière, sera lancé dès demain et je vous remercie de la relayer autour de vous. Ce travail, pour finir, donc, il est lié à un travail très collectif. Donc, je remercie l'ensemble des partenaires qui sont associés à cette démarche, de nombreux élus locaux, mes collègues élus régionaux, donc vice-président, président de commission, et rapporteur de CDDRA, donc élus pilotes de CTF notamment, les consulaires qui ont été très investis dans ces questions d'économie de proximité. Donc les développeurs économiques locaux fédérés à travers l'association ARADEL, l'association Rhône-Alpes de développeurs économiques locaux. L'État, dans le soutien à travers la directe, est à la fois fort sur le plan politique, technique et financier, puisque ce travail de formation-action que nous faisons auprès des territoires est appuyé par l'État via un soutien FEDER. Je vous remercie donc de votre attention en étant persuadé que le débat que nous allons avoir, même si la journée a déjà été un peu longue, nous permettra d'accentuer l'appropriation collective de cette belle idée et grande idée qui est l'économie de proximité. Merci, Monsieur Kretschmar. Je vais donner la parole pour le premier intervenant.